Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Club Notarial Immobilier. Pour cet ultime rendez-vous 2024, focus sur l'immobilier de bureau en Ile-de-France. Quelles évolutions à court et long terme, fin de la tertiarisation de l'économie, évolution de la population active, obsolescence des bureaux, quelles pistes, mais surtout, quel avenir envisageable pour l'immobilier de bureau en Ile-de-France? Toutes ces questions, on les posera tout à l'heure à notre grand témoin, Christian de Kerangal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEIF, et on en reparlera dans quelques instants. Merci en tout cas de votre présence. Également présente, Élodie Frémont, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve avec plaisir comme vous sur chaque club notarial immobilier. Vous êtes la présidente de la commission des statistiques immobilières, également notaire sur Paris dans le 6e arrondissement. Et dans un instant, évidemment, vous dresserez le bilan du marché immobilier en Ile-de-France, marché ancien, je précise, pour le 3e trimestre 2024, et on se projettera aussi un petit peu avec les perspectives pour 2025. Vous en avez l'habitude, vous pouvez également poser toutes vos questions sur le chat. Ne vous interdisez pas de le faire, en tout cas, vous pouvez poser vos questions. On relaiera évidemment les questions qui sont posées. Un troisième invité est également présent avec nous. Bonjour Pierre Tarade. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des notaires de Paris, et c'est à vous que revient finalement de faire l'ouverture de ce dernier club notarial immobilier de l'année. Bienvenue, je vous laisse la parole. Merci, c'est très impressionnant d'être ici pour clôturer l'année. Une année un peu particulière en matière d'immobilier. Élodie va revenir tout à l'heure sur l'habitation, sur le logement ancien, qui est un grand sujet, un sujet même politique. Ces derniers jours, il y a eu des annonces qui peuvent être un petit peu préoccupantes sur ce marché. Et puis, mais surtout, nous allons effectivement avoir un focus très important sur les bureaux, ce qui à Paris et dans le Grand Paris est un sujet capital, sans jeu de mots, un sujet capital sur lequel nous, à la Chambre, on s'interroge beaucoup, on s'interroge même sur l'horizon 2040, c'est vous dire, parce que on est dans une période de mutation, et dans une période de mutation sans doute un petit peu longue, et on voit très bien on ne parle pas de rien, on parle de 55 millions de mètres carrés, et on parle de 55 millions de mètres carrés qui sont peut-être un peu obsolètes, qui sont surtout complètement interrogés, on le voit bien dans notre quotidien, par les nouvelles pratiques, par les sujets de télétravail, de visioconférence. Le bureau, c'est peut-être plus l'endroit où on travaille, c'est l'endroit où on se retrouve. Et plus de la même façon. Donc, mais quand je dis ça, j'exagère. Parce qu'il y a quand même encore des gens qui travaillent dans les bureaux. Et on voit bien qu'il y a des mouvements de balancier qui ne sont pas encore tout à fait stabilisés. Et évidemment, ça se traduit sur le marché qui est un peu circonspect, mais je ne voudrais pas déflorer le sujet de notre invité. On en parlera évidemment tout à l'heure avec Christian, et n'hésitez pas d'ailleurs à rebondir tous les trois sur ce sujet. Dans ce même rendez-vous, il y a tout juste un an, Élodie Frémont, vous nous aviez déclaré que 2023 avait été sans surprise, avec un secteur de l'immobilier s'enfonçant un peu plus dans une crise déjà ancrée depuis plusieurs années. Alors j'ai envie de vous demander, un an plus tard, est-ce qu'on peut faire le point déjà sur ce 3e trimestre 2024 et qu'est-ce qu'on a envie de dire finalement sur cette année 2024 ? Eh bien, en résumé, c'est qu'on s'ancre un peu plus dans la crise. 7 trimestres d'affilée qui constatent des volumes en baisse. Et évidemment, comparativement à 2 années antérieures, et notamment une année record 2022, avec un retournement de marché en août 2022, c'est sans surprise, encore une fois, qu'on a moins 39% de volume de transactions. Alors, sur 2 ans, là, c'est énorme. Mais c'était quand même une année extraordinaire. 18 000 ventes en moins. Pas négligeable. On est sur des niveaux les plus bas, historiquement, quel que soit le secteur, quelle que soit la zone géographique, et qu'on parle activité ou qu'on parle prix, malheureusement, pas suffisamment sur le prix. Disons que la baisse en volume ne suit pas l'amplitude de la baisse prix, ce qui veut dire que, il y a un moment, les taux se resserrent et votre acquéreur, il est de moins en moins solvable, il a moins de crédit, moins de possibilités financières, on lui réclame plus d'épargne. Et le prix ne descend pas aussi vite qu'il le faudrait, en tout cas ne baisse pas suffisamment pour lui permettre de retrouver un petit peu d'oxygène. À cela s'ajoute, comme on vient de le dire, une incertitude, alors géopolitique malheureusement qui a créé une espèce de climat plus qu'anxiogène, on peut le comprendre, mais une incertitude également politique interne, et là plus embêtante, parce qu'on a eu la politique du fauteuil vide avec la dissolution de l'Assemblée nationale qui n'avait pas lancé un très bon message. Il est vrai que le précédent gouvernement avait souffert beaucoup de critiques des différents acteurs du marché immobilier.
Et là, le dernier message qui vient d'être enclenché, c'est une hausse des droits de mutation à titre onéreux qui interviendrait donc en 2025. On ne peut pas dire que ce soit un message positif, encore une fois, avec un petit bémol pour les primo-accédants, mais c'est quand même une hausse des taxes de 500 € par tranche de 100 000 € acquises. Ça n'est pas négligeable. Et puis, si je parle incertitude, on peut parler d'incertitude urbanistique, parce qu'on était parti déjà avec, parlons de Paris, un encadrement du loyer avec des zones géographiques un peu plus restreintes, de ce qu'on appelle des droits de préemption par palier. Et maintenant, on parle d'un PLU bioclimatique, mais qui surtout va imposer du pastillage. Tout ça n'est pas en faveur de messages très optimistes, en tout cas qui permettraient de redynamiser le marché. Tout ça pour dire que les volumes ne vont pas très fort et se concrétisent dans les chiffres. Alors, commençons par le premier slide et parlons des chiffres de façon très générale sur l'ensemble de l'Île-de-France. Je rappelle qu'on parle du logement et ancien. Donc la baisse de l'activité et des prix, comme vous le voyez, se prolonge pour ces 12 derniers mois, moins 19% de volume en un an et moins 5,3% qui impactent les prix sur un an. Les volumes de vente atteignaient au premier trimestre déjà un plus bas historique. Eh bien, on s'enfonce un peu plus. On arrive à des niveaux d'il y a 15 ans, c'est-à-dire 2009. Et c'est ainsi que nous avons enregistré sur les 12 derniers mois 103 000 ventes. C'est pas grand-chose. Un plus bas historique dans la région, ce qui correspond à un ressenti général de ventes dites contraintes. On en a parlé lors de notre conférence de presse. Cette baisse d'activité, elle inquiète, mais si on doit avoir une lueur d'espoir, elle semble un peu moins sévère qu'au trimestre précédent. Alors, l'humeur d'espoir, ça ne veut pas dire rebond, ça ne veut pas dire reprise. Ça veut dire que peut-être qu'on a touché le fond de la piscine et que maintenant, il va falloir remonter pour prendre une petite bouffée d'oxygène. Il en est de même pour les prix. On avait constaté au deuxième trimestre 2024 une baisse de 7,1%, sans surprise. Au troisième trimestre, on a toujours de la baisse, un peu moins impactée, 5,3% sur les prix en ce troisième trimestre 2024. En 3 mois, d'ailleurs, on a même constaté une toute petite augmentation de 1,4%, mais ça, c'est l'affaire d'un seul trimestre, donc ça n'est pas très révélateur. Les rendez-vous sont tendus. L'offre et la demande ne se rencontrent pas ou se rencontrent difficilement. Le vendeur n'est pas très joyeux le jour de la vente. Il est contraint. Ce qu'on appelle les 4D dans notre jargon, c'est-à-dire dette, divorce, décès ou DPE mal noté. En janvier 2025, un appartement noté G ne pourra pas être loué. Qu'en est-il des volumes? Alors, si l'on regarde trimestre après trimestre, l'activité, elle continue de baisser. Mais si on compare trimestre après trimestre, on était à moins 32% au troisième trimestre 2023, moins 27% au trimestre suivant, moins 22% au premier trimestre 2024, moins 17% au trimestre suivant. Et là, on atteint un moins 10% de volume de transactions. Ça continue à baisser, mais quand même un petit peu moins fort. Et on est un petit peu plus loin des moins 39% d'il y a 2 ans, et heureusement en comparaison avec le volume de transactions, encore une fois, sur une année très forte. Les chiffres concernant l'appartement, plus précisément l'appartement ancien en Île-de-France. Si on compare le 4e trimestre 2023 au T3 2024, on a 75 000 ventes, c'est-à-dire un recul annuel de 19%, qui s'accompagne d'une baisse annuelle des prix autour des 5%, et on va voir que c'est très homogène, quel que soit le secteur. On a constaté, je l'ai dit tout à l'heure, 7 trimestres d'affilée en baisse. Donc forcément, c'est une crise ancrée, qui dure, qui inquiète, mais peut-être qu'elle, j'espère pouvoir parler au passé, qu'elle a inquiété et qu'elle se stabilise, ou en tout cas qu'elle se réfrénerait un petit peu dans ses ardeurs. Alors, certains ont été très optimistes. On nous a même fait dire ce qu'on n'a pas dit, qu'on avait vu des frémissements, un début de reprise. Je me permets de le dire, un ralentissement de la baisse, c'est pas une reprise de l'activité, pardon d'être désobligeante, mais voilà, cette crise, elle persévère. On a, j'espère, vu le plus dur, mais ce n'est pas la fin avérée. Une certitude, 2024 ne sera pas bon. Sera moins bon que 2023. Et d'ailleurs, ça se concrétise dans les chiffres, comme vous pouvez le voir, parce que le recul annuel des prix des appartements, qui atteignait les 7,9% au premier trimestre, il a été ramené à 6,6% au deuxième trimestre, mais il est toujours là au troisième trimestre, une baisse de 5,2%. Il n'y a aucune surprise. Peu d'évolution, on retrouve des niveaux de prix à mi-2019. Et on compare la situation, si l'on compare la situation au troisième trimestre 2022, encore une fois un très fort, on était à 6 850 € le mètre carré, on n'y est plus, c'est-à-dire qu'on a une baisse de 10,3% sur les prix, du simple au double.
Le futur, qu'est-ce qu'on pourrait dire en janvier 2025? Ce qu'on peut assumément dire, nous, les notaires du Grand Paris, et on peut s'en féliciter, c'est qu'on a du 100% collecte. Donc, c'est-à-dire qu'on collecte tous les avant-contrats et on a une vision sur 3 mois qui, semble toute, est proche de la certitude, même si on va parler au conditionnel. On aurait une baisse des prix des appartements de 2,5% versus moins 5,3%, ce que je vous annonçais comme chiffre tout à l'heure. Donc, encore une fois, cette baisse se ralentit petit à petit. Elle se ralentit, on pourra atteindre un prix à 6 150 € le mètre carré. Évidemment, il serait souhaitable que le prix baisse davantage et que le volume reprenne un petit peu d'ardeur. C'est malheureusement pas le contexte que l'on voit. Je pense que ce retournement de marché qui date maintenant de fin été 2022 doit préjuger auprès des vendeurs, s'il fallait adresser un message auprès des vendeurs, n'attendez pas que les prix remontent parce que ça fait déjà 7 trimestres qu'ils ne remontent pas et on peut déjà vous dire qu'en janvier, ils vont continuer à baisser. Qu'en est-il des chiffres en Ile-de-France pour les maisons? Exactement le même schéma, baisse de volume, baisse de prix, un peu plus de résistance sur les prix. Les ventes des maisons atteignent à peine 28 000 sur l'ensemble de la région Île-de-France. En 12 mois, c'est moins 20% du T4 2023 au T3 2024, comparé aux 12 mois précédents. C'est 8 600 transactions enregistrées au troisième trimestre 2024. C'est quand même pas grand-chose. Moins 6% en un an, moins 41% en 2 ans pour les maisons en Île-de-France. Au trimestre dernier, la baisse de volume s'établissait à 21% en un an. On l'a dit, en 2 ans, 44%. Donc encore une fois, on se base sur 2022, qui est une année très très forte. La baisse annuelle du prix des maisons s'est également modérée, passant de 8,3% au premier trimestre de cette année à 8% au deuxième trimestre. Et là, on serait autour de 5,3% en ce troisième trimestre 2024. C'est évidemment le marché de la maison qui a le plus subi, parce que c'est lui qui a le plus gagné en volume, en activité, en prix. Et de l'avis de nos confrères, notamment en Grande Couronne, ça faisait longtemps que ce marché de la maison n'avait pas pris autant d'envergure. On le sait très bien, c'est l'effet Covid. En revanche, une fois qu'on est dans cette maison, est-ce qu'on a envie de la quitter? Pas forcément, pour revenir sur Paris. On vient de le dire, les modes notamment d'activité professionnelle ayant changé, on a peut-être préféré cette résidence principale les pieds ouverts. Une fatalité qui est moins réjouissante, c'est peut-être que même si on en avait envie, on n'en a plus les moyens. Et ce sera l'objet du focus un petit peu plus tard. À l'avenir, donc en janvier 2025, que peut-on escompter? Pareil, un ralentissement de cette baisse et encore moins impacté sur les maisons pour les raisons que je viens d'évoquer. On aurait une baisse prévue de 3,3% en janvier 2025 avec un prix maison qui s'afficherait à 325 800 €. Qu'en est-il du marché proprement parisien? Même sujet. Alors, on va avoir un thème récurrent. En volume, une baisse de moins 10, moins 11, voilà. Et en prix, moins 5, moins 5,2, moins 5,3, moins 5,5. Bref, on est très, très alignés. Les planètes sont très alignées, quel que soit le secteur géographique et le segment de marché. Volume de vente et prix parisien. Alors, le nombre d'appartements anciens vendus a baissé de 15% en 12 mois et la baisse est de 11% entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2023. Si on compare le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2022, 2 ans auparavant, alors on n'est pas sur des baisses de volume de 40 et quelques pourcents à 35%, mais ça n'est pas négligeable du tout. C'est une baisse constante du nombre de ventes. On est proche des volumes très bas historiques, juste après les subprimes, c'est-à-dire des chiffres qui avoisineraient ceux de 2008 et 2009. On est à 9 500 € le mètre carré, bien loin des fameux 10 000 € le mètre carré. La variation trimestrielle au T3 2024 est de moins 0,4%, si on tient compte de quelques correcteurs que sont les variations saisonnières et la variation annuelle est de moins 5,5%, soit un prix au troisième trimestre 2024 pour les appartements à Paris qui s'affiche à 9 520 € le mètre carré. Là, on est au niveau d'il y a 6 ans, c'est-à-dire au T3 2018. L'évolution future des prix, d'après nos avant-contrats, ce qu'on appelle les indicateurs avancés, le prix des appartements devrait baisser à 9 360 € par mètre carré en janvier 2025. Les prix par arrondissement. Alors, c'est pareil, pas de grande surprise. Ce sont les arrondissements périphériques qui subissent le plus. Lorsqu'on voit un peu cette espèce de croissant qui s'allonge et qui s'étend, mis à part 2 arrondissements en périphérie, ils sont tous à des prix inférieurs à 9 000 € le mètre carré. Et les 2 arrondissements qui dépassent les 13 000, sans encore aucune surprise, sont les 6e et 7e arrondissements parisiens.
avec un prix à 13 600 € le mètre carré pour le 6e. Celui qui est l'arrondissement le moins cher est le 19e, avec un prix affiché à 7 710 € le mètre carré. Les arrondissements les plus chers sont ceux où la proportion d'acquéreurs étrangers sont le plus nombreux. Le quartier le plus cher, c'est celui des Invalides, 7e arrondissement, avec un prix à 16 030 €. Et le quartier le moins cher, c'est celui de La Chapelle, à 6 970 € le mètre carré. L'évolution annuelle des prix par appartement, vous voyez la carte, elle est bien rouge, elle est même plus rose, elle est rouge. Tous les arrondissements de Paris ont enregistré une baisse. Les arrondissements les moins chers ont connu la baisse annuelle des prix la plus marquante. En petite couronne, alors, en termes de volume d'appartements anciens, alignement des planètes, moins 11%. Entre le 3e trimestre de 2023 et celui de 2024. Elle est même de 21% en Seine-Saint-Denis. Si on compare le 3e trimestre 2022, donc il y a 2 ans, à celui d'aujourd'hui, la baisse est de 38%, moins 43% pour la Seine-Saint-Denis. La baisse de volume est la même en petite couronne qu'à Paris, exactement les mêmes chiffres. En termes de volume de maisons anciennes, alors pas de comparatif avec Paris parce qu'on n'a pas suffisamment de références, mais les volumes de vente des maisons sont en légère baisse. Là, on est à 4% entre le 3e trimestre 2023 et le 3e trimestre 2024. On remarque une légère hausse même de 1% pour le Val-de-Marne, mais ce n'est pas significatif. Elle est moins forte dans les maisons que dans les appartements, peut-être pour les 2 raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, besoin de verdure et peut-être empêchement de solvabilité. En termes d'évolution des prix des appartements en petite couronne, eh bien ces appartements, on voit que les prix ont baissé de 5,5% en un an pour se placer à 4 940 € le mètre carré au 3e trimestre 2024. Elle est homogène dans l'ensemble des départements de la petite couronne, entre 5,6% pour les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, et 5,3% de baisse pour le Val-de-Marne. Et dans le futur, qu'adviendra-t-il de ce prix d'appartement ancien en petite couronne? La baisse annuelle des prix, même régime, devrait continuer dans les prochains mois, mais toujours une fois, de façon un petit peu moins forte, avec un moins 2,1% janvier 2025 versus moins 5,5% comme on l'a dit. Et le prix serait de 4 880 € le mètre carré. Les maisons en petite couronne, la variation annuelle est de moins 5,2%. Cette baisse est homogène dans les 3 départements de la petite couronne. Il est à noter que le 3e trimestre 24, il y a même une hausse qui a été corrigée par les variations saisonnières de 1,2%. Alors espérons que ce soit le mouvement d'allégresse des JO qui a emporté cet élan. Mais malheureusement, l'élan a l'air de se résigner. D'abord, premièrement, on est vraiment dans un tout petit marché. Mais le marché de la maison petite couronne, il n'y a pas un volume de transactions extraordinaire. Et de surcroît, il a été un peu érodé. On verra ensuite les chiffres. L'évolution future, prix des maisons. Voilà pourquoi mon envergure est un peu résignée. D'après nos indicateurs avancés, on devrait continuer de baisser, mais de façon plus faible en janvier 2025, avec une maison affichée à 300, qui s'afficherait à 387 700 € pour la petite couronne, et donc une baisse prévisible de 3,4%, baisse qui donc semble se ralentir, et la correction des variations saisonnières n'y fera rien. Les chiffres en grande couronne. Même régime, même proportion, des volumes en baisse. Comme vous le voyez, les petites échelles régressent au fur et à mesure. Les volumes de vente des appartements sont encore en baisse. Cette baisse étant de 11% en ce 3e trimestre 2023 et en comparatif à ce trimestre actuel. C'est considérable si on le compare à 2 années auparavant où on a affiché un moins 40% de volume de transactions. Elle est uniforme, pour le coup, dans tous les départements de la Grande Couronne. On affiche un moins 11% de façon très générale, sauf le Val d'Oise, avec un moins 13%. Honnêtement, ce n'est pas très significatif. Comme pour Paris et la Petite Couronne, le volume est proche de son niveau le plus bas historique. Et en ce qui concerne les maisons, la baisse des volumes de vente ralentit également. Elle est ainsi moindre que pour les appartements, avec un moins 6% entre le 3e trimestre 23 et le 3e trimestre 24. Mais elle reste très élevée sur 2 ans, moins 40% si on compare au 3e trimestre 2022. C'est un retournement de marché. Cette baisse, elle a été très rapide, très brutale. Ses effets se sont fait ressentir tout de suite après l'été 2022, donc c'est allé très 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 vite. Donc évidemment, à chaque fois qu'on se reporte à N-2, on arrive à des chiffres qui font un peu mal à la tête. Alors, le prix de vente des appartements en Grande Couronne, mais ils ont baissé, ces prix, de 4% entre le 3e trimestre 23 et 24. C'était déjà le cas en 2022 en comparaison à 2023. Et on se place à 3 220 € le mètre carré. Ce sont des prix toujours en baisse dans
tous les départements. Et d'après nos indicateurs avancés, la baisse annuelle devrait s'amoindrir, exactement même régime. Les prix devraient se stabiliser autour de 3 190 € le mètre carré en janvier 2025, avec une pause sur le prix qui devrait même être constatée dans le Val d'Oise. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, pardon de le dire. Les prix des maisons en grande couronne. Les prix des maisons ont baissé de 5,4% entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024, avec un prix à 307 300 €. Elle est présente, cette baisse, dans tous les départements de façon très homogène. Les Yvelines étant le département qui baisse le moins, 5,1%, et le Val d'Oise, celui qui baisse le plus, 5,8%. D'après nos avant-contrats, on peut préjuger que cette baisse annuelle de prix devrait s'atténuer et s'établir autour de 3,3% sur l'ensemble de la Grande Couronne, contre un moins 7,8% à la même époque l'an dernier. On constate une certaine disparité entre les départements, pour le coup. La baisse devrait être ainsi de 3,9% pour les Yvelines, contre 1,7% dans le Val d'Oise. Bref, rien qui ne fasse préjuger une reprise du marché. Alors, un petit focus sur la solvabilité de nos acquéreurs. Comment se portent-ils? Mieux. Alors, vous allez me dire, pire, mieux. Mais ce n'est pas encore, évidemment, les beaux jours qui permettraient de relancer l'activité et de reprendre un certain dynamisme. On a vu, comme vous voyez sur le graphe, d'abord une phase de durcissement qui était non pas sensible, mais très, très, très forte, avec un accès au crédit qui aujourd'hui semble être un peu plus fluidifié, en tout cas depuis août 2023. Vous voyez, la courbe, elle monte, et puis il semble que petit à petit, elle s'incline. Mais la baisse des taux de crédit à l'habitat, elle s'avère pour le moment assez modérée. On nous avait promis du 3% à la fin de l'année. Écoutez, il est forcé de constater qu'en tout cas en septembre 2024, le taux d'intérêt est de 3,31%. C'est une baisse de seulement 0,31 points en 9 mois. C'est peu, c'est pas assez. Compte tenu de l'ampleur du choc des taux et évidemment de la baisse cumulée des prix, mais qui est très insuffisante comparativement au volume de transactions, forcément, cette amélioration, oui, on la voit, mais elle est quand même très partielle. Alors, elle est progressive. On va considérer que ça va aller dans la bonne pente. Mais néanmoins, la mensualité qui avait atteint à l'été 2023 son pic le plus compliqué pour votre acquéreur devrait reculer de 8,9% pour les appartements et de 10,2% pour les maisons. Ça laisse de l'espoir pour janvier 2025. Ça permettrait de regagner en surface 9,3 mètres carrés pour les maisons et 5,3 mètres carrés pour les appartements. Si on compare encore une fois l'été 2023 à janvier 2025, j'ose pas le comparer sur 2 années parce que là, sinon, vous allez avoir le moral dans les chaussettes. Ceci dit, en 2022, on avait des taux d'intérêt en deçà de 1%, donc on a été peut-être un peu mal éduqués. On doit reconnaître quand même une facilitation. On avait appelé au secours nos banquiers préférés en disant « mais là, c'est pas possible, les dossiers ne sont même plus instruits ». Il y a vraiment un désaveu des acquéreurs, même presque un désespoir, qui n'osaient plus pousser la porte de leur banque préférée, se disant « de toute façon, le dossier n'est même pas instruit, ici, c'est pas un refus de crédit ». Là, on revoit un volume de crédit. On a de moins en moins de refus de crédit. Ils sont instruits. Les garanties sont un peu moins sévères parce que pendant un moment, c'était un peu ceinture, bretelles et parachute, des hypothèques sur des crédits relais, doublé de cautionnement personnel, quelquefois des parents. J'avoue avoir constaté une de nos consoeurs qui s'est vue octroyer un crédit à l'habitat et dont le banquier préféré lui a dit « ce serait bien que vos parents se portent caution ». Donc, vous voyez, ça arrive même au meilleur. Les baisses de prix ne suffisent pas, encore une fois, à compenser cette double punition. Pourquoi? Parce que le banquier, pourquoi je parle de double punition? C'est qu'à la fois, les prix baissent, mais pas suffisamment. Et à la fois, votre banquier, peut-être qu'il demande moins de garantie, mais demande un apport un peu plus conséquent. Je pense que ça va faire l'objet notamment d'une discussion que j'aurais aimé très optimiste de la part de notre invité, mais malheureusement, je ne le crois pas, mais je préjuge déjà. Pour conclure sur ce 3e trimestre 2024, j'ai un mot à dire, ça baisse, toujours, encore, mais moins fort. Donc, si ça baisse moins fort, peut-être peut-on escompter, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir entre guillemets touché le fond et donc espérer que on stagne un petit peu ces volumes qui sont encore une fois comparés à des volumes d'il y a 15 ans ou de 6 ans pour les prix, donc ce qui n'est pas du tout encourageant.
De façon très générale, on l'a dit, en ce troisième trimestre 2024, c'est 11% de baisse de volume de transactions et c'est aux environs de 5% de baisse de prix. Donc vous voyez, on est vraiment dans le facteur du simple au double. Ça peut pas relancer une activité. Ça peut d'autant moins relancer une activité, et je rejoins ce que vient de dire mon voisin, que pour encourager cet acquéreur qui a envie d'acheter, en tout cas dans nos études, on constate qu'on a des clients qui veulent acheter, mais soit qui ne peuvent pas, soit qui sont vraiment empreints d'incertitude. Et on a beaucoup de mal à les conforter dans cette certitude, puisqu'on a une incertitude beaucoup plus générale. Alors d'un point de vue économique, je n'ai pas la prétention de vous en expliquer les causes et les conséquences. D'un point de vue, encore une fois, message politique, entre la dissolution de l'Assemblée nationale et surtout l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux et peut-être les petites surprises du chef qui arriveront d'ici à la fin de l'année. On sait très bien que côté vendeur, la punition n'est pas loin sur la fiscalisation possible de la plus-value en matière de résidence principale. Tous ces messages ne sont pas annonciateurs d'un relan, en tout cas d'un confort législatif et notamment fiscal. Donc, il faut que les vendeurs prennent conscience que ça ne sert à rien d'attendre une hausse des prix. Elle ne va pas arriver, en tout cas en janvier 2025, et il faut donc faire autrement. Ok, eh bien, un grand merci Élodie Frémont pour ce bilan complet. À l'image des slides qu'on a pu voir défiler, c'est un petit peu la soupe à la grimace, quand même une note d'optimisme quand même pour conclure. Mais oui, on est toujours optimiste. Nous les notaires, on trouve toujours des solutions. Non ? Oui, tout à fait. La note d'optimisme, c'est on espère en tout cas qu'on est sur des volumes très 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 bas. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une façon maintenant d'aborder les dossiers qui est un peu différente. On l'a dit, la soupe à la grimace, évidemment, les transactions sont plus longues, etc. Mais votre vendeur, il est déjà un peu plus conforté parce qu'avant, quand il vendait, il n'était même pas sûr d'arriver jusqu'au bout de l'opération de peur que votre acquéreur n'obtienne pas son crédit. Aujourd'hui, il est un peu plus rassuré et il a pris conscience, enfin certains ont pris conscience et on espère que voilà, ils vont s'aligner en plus grand nombre, que les prix de 2022 ne sont pas de ceux de 2024 et ne seront pas ceux de janvier 2025. Eh bien, on croise les doigts. Je rappelle que vous pouvez poser évidemment vos questions dès maintenant pour rebondir sur l'intervention d'Élodie Frémont ou sur le sujet à venir de l'immobilier de bureau. On les passera évidemment en revue tout à l'heure. Selon les chiffres d'Imostat, qui font d'ailleurs référence en la matière, l'immobilier de bureau francilien continue de s'effondrer. Plus de 5 millions de mètres carrés de bureaux sont actuellement vides en Ile-de-France, en hausse de 13% par rapport au même niveau il y a un an. Je me tourne vers notre grand témoin, Christian de Kerangal. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEIF. Déjà, peut-être en quelques mots, présenter ce qu'est l'IEIF. Alors, l'IEIF, c'est un centre d'études, de recherche et de prospective indépendant, dédié à l'immobilier et qui, l'idée, c'est vraiment d'essayer de décrypter les évolutions macroéconomiques, financières, sociétales, environnementales, démographiques, et de voir comment ça peut impacter les marchés immobiliers, que ce soit le marché du logement ou les marchés d'immobilier d'entreprise, et notamment le marché des bureaux. Et nous avons aujourd'hui 140 sociétés adhérentes, dont 2/3 d'investisseurs institutionnels. Diminution des investissements, augmentation des taux de vacances et impact du télétravail sur la demande. Quelles évolutions à court et long terme du marché des bureaux en Ile-de-France? Voilà la question centrale du jour. Comment l'évolution de l'inflation en zone euro et aux États-Unis influence-t-elle par exemple les loyers et le marché immobilier? Globalement, je pense que c'est important de remettre tout ce que je vais dire ensuite dans un contexte macroéconomique un peu plus global. On le sait, là, on a eu cette flambée d'inflation post-Covid, renforcée encore par la guerre en Ukraine. Et c'est ce qui a entraîné le choc des taux extrêmement fort, dont je vais parler dans une minute, et donc la remontée très très rapide des taux directeurs des banques centrales. Globalement, ce qu'on voit, c'est que l'objectif des banques centrales, qui était vraiment de faire rebaisser cette inflation, on peut dire qu'il est globalement atteint. On a une inflation, alors dit headline, c'est-à-dire quand on met tout ensemble, qui est aux alentours de 2%, un petit peu en dessous, même en zone euro. L'inflation core, c'est-à-dire quand on enlève les éléments les plus volatiles que sont l'alimentaire et l'énergie, on est encore à 3%, mais globalement, la tendance est bonne. Je voudrais quand même dire que à moyen terme, nous avons,
nous anticipons que nous allons entrer durablement dans un monde beaucoup plus inflationniste qu'avant. Alors quand je dis beaucoup plus inflationniste, il ne s'agit pas d'être à des niveaux comme on l'a vu en 2022, mais de l'ordre de 2 à 4% de manière structurelle, parce que on aura la fragmentation du monde est génératrice de coûts supplémentaires, donc d'augmentation des prix, puis la transition environnementale est également inflationniste. Donc on aura structurellement plus d'inflation qu'au cours des 20 dernières années. C'est pas forcément négatif pour l'immobilier. On parle des taux d'intérêt ? On parle des taux d'intérêt. Donc, la hausse des taux directeurs, c'est la hausse la plus rapide et la plus forte de tout temps, hors temps de guerre. Donc, c'est quand même, on vient de se prendre un choc de taux qui est particulièrement impressionnant. Et évidemment, ça impacte le coût des financements. Et c'est l'immobilier étant un actif par nature très capitalistique, il y a beaucoup d'effets de levier, donc il y a beaucoup de recours à l'emprunt, et donc quand l'emprunt devient plus cher, ça impacte l'immobilier de manière très très forte. Alors, aujourd'hui, les banques centrales font passer le message que, effectivement, l'inflation apparaît maîtrisée, donc elles vont continuer probablement de baisser leur taux directeur. Alors, en même temps, il y a quand même un discours qui est un peu différent entre la Réserve fédérale américaine, qui est assez prudente parce que le programme de Donald Trump est un programme qui, a priori, sera très inflationniste. Donc, elle ne va pas baisser les taux rapidement. Et puis la BCE qui, elle, doit accompagner un ralentissement général de la croissance en zone euro et donc qui va essayer de les baisser un peu plus rapidement que la Fed. Mais on ne pourra pas avoir de découplage très très fort puisque sinon on a des problèmes de compétitivité des monnaies qui est relativement important. Alors ça veut dire quoi quand même ? Point positif, la baisse des taux directeurs, ça veut dire que le coût des financements va baisser. Et donc ça, c'est très important et très intéressant pour l'investisseur immobilier, qu'il soit particulier, mais dans le cas de l'immobilier d'entreprise, qu'il soit institutionnel. Par contre, juste un point qui me semble important à noter, si on peut passer la slide suivante, merci. De cibler sur le petit appareil qui est là. D'accord, ok. Voilà. Ok. Par contre, on voit que les taux délivrés par les emprunts d'État à 10 ans, ils ont remonté. En fait, on vient de traverser une période exceptionnelle pendant 10 ans, qu'on a appelé le quantitative easing, où les banques centrales, enfin la BCE et la Réserve fédérale, ont quelque part piloté le niveau des emprunts d'État. Cette période-là, elle est derrière nous, de manière très claire, et on voit que le niveau des taux d'intérêt à 10 ans est remonté au niveau pré-crise financière globale. Et notre anticipation, c'est qu'ils vont rester à ces niveaux-là, voire même ils vont continuer à augmenter légèrement. Tout le monde pense que la baisse des taux directeurs veut dire baisse des taux à long terme, et notamment des taux à 10 ans. Nous ne le pensons pas, notamment parce que les États-Unis vont devoir financer le programme économique de Donald Trump. Ça veut dire qu'il va avoir besoin d'attirer de l'argent, donc des taux qui augmentent depuis son élection. Et il ne peut pas y avoir un différentiel très important entre la zone euro et les États-Unis. Et puis en plus, alors après, on a un problème strictement français, c'est qu'on a des incertitudes politiques très fortes. Et on a l'écart entre les Bunds allemands et les obligations françaises qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et évidemment, si jamais le gouvernement Barnier était renversé, il est probable que ça augmenterait encore. Donc là, on a quelque chose sur lequel on n'a aucune prise, où il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'indexation, etc., mais qui pèse en fait sur Pourquoi est-ce que je parle de ces taux à long terme ? Parce que pour les investisseurs institutionnels, c'est le benchmark. Quand ils investissent en immobilier, ils ont besoin d'avoir le rendement de l'OAT plus une prime de risque. Si l'OAT augmente, ça veut dire que les prix doivent baisser. Concernant la croissance économique maintenant, qui a forcément des répercussions sur le marché, oui. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou soucieux, on va dire, pour les mois à venir, en tout cas pour 2025 ? Alors malheureusement, je suis plutôt soucieux. On a en fait la croissance économique, elle a ralenti
Elle a ralenti dès cette année. Alors, toutes les anticipations pour l'année prochaine, c'est entre 1,1 et 1,3% de croissance, qui serait notamment alimentée par un surcroît de consommation de la part des ménages, parce que leurs revenus augmenteraient un tout petit peu. La difficulté, c'est que, vu les hausses d'impôts qui sont prévues dans le budget, il est probable qu'ils épargnent plus qu'ils ne consomment. Et puis, du côté des entreprises, on a plutôt un ralentissement. En fait, on a le plein impact de la hausse des taux, qui fait que les entreprises ont du mal à se refinancer. Et puis, vous avez la fin du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, donc, un impact très fort sur les entreprises. Et quand vous regardez l'évolution quand on regarde l'évolution des défaillances d'entreprises, malheureusement, on a des défaillances d'entreprises qui sont revenues au niveau pré-Covid. Il y a eu ce quoi qu'il en coûte qui fait qu'on a maintenu les entreprises. Là, maintenant, vous avez pas mal d'entreprises qui font faillite. Alors, bien évidemment, dans le domaine de l'immobilier et de la construction, malheureusement, on est le domaine le plus impacté, mais également dans le domaine de l'hébergement, de la restauration. Et dans un certain nombre de domaines, vous avez des PME et des TPE qui sont très touchés. Et puis même certains grands groupes, on le voit bien avec les fermetures d'usines qui ont été annoncées récemment. Donc, clairement, notre perception, c'est une croissance économique qui va être aux alentours de 1,2%. Ça veut dire très peu de création d'emplois, probablement un chômage qui va réaugmenter légèrement. Et donc, ça a évidemment un impact sur les entreprises et sur la manière dont elles ont envie de se loger. Et on comprend pourquoi le côté soucieux plutôt qu'optimiste. En Ile-de-France, le marché des bureaux est confronté à un optimum de tertiarisation. Ça veut dire quoi concrètement? Et évidemment, exemple à la pluie. Alors, en fait, quand on regarde, vous avez sous les yeux une statistique publiée par BNP Paribas Real Estate, c'est ce qu'on appelle la demande placée. En fait, c'est le volume de transactions réalisées chaque année en matière de bureaux. Et en fait, on a changé de régime depuis 2020. Avant 2020, la demande placée moyenne était aux alentours de 2,3 millions de mètres carrés. Depuis 2020 et donc depuis le Covid, avec notamment l'impact du télétravail, je vais y revenir dans une minute, on a une demande placée qui est plutôt passée à un régime de 1,9 million de mètres carrés. Donc globalement, on a perdu 400 000 mètres carrés, c'est de l'ordre de 15 à 20%. Et ce régime-là, ce changement de régime, explique déjà une partie de ce qui arrive sur les bureaux. Alors, si justement on essaye de regarder plus profondément ce qui se passe. Premier élément, le télétravail. Évidemment, cette montée en puissance du télétravail très rapide pendant le Covid. Je vous rappelle qu'actuellement, 30% des salariés français télétravaillent, peuvent télétravailler, et que le nombre de jours moyen est 2,3 jours. 2,3 jours de télétravail. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, on a un retour de balancier, vous en avez parlé tout à l'heure. Effectivement, on a vu les aspects positifs du télétravail. On commence à voir aussi les aspects négatifs, notamment sur la cohésion d'équipe, sur la dynamique des entreprises, sur la créativité. Et on a besoin d'inciter les salariés, voire de leur demander de revenir plus fréquemment au bureau. Et puis certains veulent le faire. Mais notre perception, c'est que, notamment pour des raisons d'attractivité des talents, et on voit bien qu'aujourd'hui, le nombre de jours de télétravail offerts est un critère d'attractivité parmi d'autres, mais un critère. Et puis également parce qu'en France, on a une culture des avantages acquis, je n'ai pas l'impression qu'on va revenir très fortement sur le nombre moyen de jours de télétravail. Peut-être qu'on reviendra à 2 jours, mais globalement, ça ne bougera pas beaucoup en termes de surface consommée. Alors, dès la fin 2020, on avait essayé d'anticiper l'impact que ce nombre de jours de télétravail pourrait avoir sur la demande des entreprises. Et on avait chiffré cet impact à moins 15% de manière structurelle sur la demande placée. Et vous voyez, je vous ai dit qu'on est entre 15 et 20, donc c'est à peu près ce qui se passe. Ça veut dire aussi une croissance de la vacance en Ile-de-France structurelle de 0,6 points par an. Alors au début, 0,6 points, on se dit c'est pas beaucoup. Quand on cumule, ça monte de manière assez forte. Donc très clairement, l'impact du télétravail qui a amené un grand nombre d'entreprises à recourir à du flex office pour augmenter les taux d'occupation des bureaux,
amène à une réduction de la surface prise. Mais il y a... tout le monde met, je dirais, les problématiques du marché, les problèmes du marché du bureau sur le compte du télétravail. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons regardé aussi les évolutions démographiques. Et ça, c'est des évolutions très structurantes et très importantes. En fait, ce qui se passe, c'est que, en raison du vieillissement de la population et surtout du nombre de personnes qui partent à la retraite en ce moment, qui est beaucoup plus important que le nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail, on a un ralentissement très fort de la croissance de la population active. Et vous avez sur l'écran l'évolution projetée par l'INSEE de la croissance de la population active en Île-de-France à horizon 2050. Vous voyez, ça augmente encore un tout petit peu à horizon 2040 et ensuite ça diminue. Donc on passe d'une croissance qui, avant 2020, était de l'ordre de 2 à 3% par an, à une croissance qui serait de l'ordre de 0,5% par an jusqu'en 2040, et ensuite une diminution. Donc vous avez vraiment un effet structurel très important aussi, c'est que probablement, la croissance de la population active va ralentir, et nous sommes probablement à la fin de la période de tertiarisation. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais anticipé ça, mais ça fait 60 ans que l'économie française se tertiarise. L'industrie immobilière a accompagné cette tertiarisation. Aujourd'hui, on est probablement à ce que nous avons appelé un optimum de tertiarisation, en tout cas en Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de bureaux pour héberger les activités qui occupent des bureaux. Quand vous rajoutez en plus l'aspect sociétal lié au télétravail. Et donc, juste une slide complémentaire pour vous montrer ce qui s'est passé. Vous avez ici, en marron, l'évolution annuelle des emplois de bureau, et en bleu, l'évolution annuelle, la croissance annuelle du parc du bureau. Qu'est-ce qui s'est passé, si je synthétise? Entre 1999 et 2007, on a créé 23 mètres carrés de surface de bureau par nouvel emploi, ce qui est à peu près cohérent. Par contre, entre 2008 et 2019, on a créé 44 mètres carrés par nouvel emploi de bureau. Donc, globalement, on avait déjà trop de bureaux. Et en plus, vous rajoutez à ça le choc du télétravail, vous avez effectivement un excédent de bureaux par rapport à la demande. Et puis, dernier élément, mais ça, tout le monde le sait, c'est le fait que l'empreinte immobilière, les entreprises réduisent leur empreinte immobilière. Vous voyez qu'on est passé, en 20 ans, on a divisé par 5 l'absorption nette. L'absorption nette, c'est le delta entre ce que les entreprises prennent et ce qu'elles libèrent. Globalement, le delta était positif de l'ordre de 1 million de mètres carrés en 2000. Il est aujourd'hui à 250 000 mètres carrés. Ça veut dire que les entreprises continuent à rationaliser de plus en plus leur occupation de bureaux. Donc quand vous cumulez la montée en puissance du télétravail, le ralentissement très fort de la croissance de la population active et la réduction de l'empreinte immobilière des entreprises en matière de bureaux, vous avez un constat, c'est que les entreprises aujourd'hui ont moins besoin de bureaux. Alors, il y a toujours besoin de bureaux, ça c'est essentiel, mais il faut des bureaux beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus attractifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des localisations très accessibles en transport en commun. Alors, c'était déjà vrai avant, mais ça devient encore plus vrai. Des immeubles qui soient adaptés au changement climatique, ça va devenir un élément différenciant essentiel dans les années à venir. Et puis, dernière chose, des immeubles qui soient insérés dans des quartiers vivants, dans des quartiers dans lesquels il y a des aménités urbaines, et de moins en moins dans les quartiers monofonctionnels qui, aujourd'hui, n'attirent plus. Et donc, la difficulté, c'est que c'est une évolution forte des attentes des salariés, des entreprises, et que donc, du coup, cet impact, la qualité de vie au travail devient un facteur absolument central, et donc les entreprises vont chercher les localisations qui correspondent à tous ces critères. Donc là, on a vu l'ensemble des facteurs qui impactent l'immobilier tertiaire. Est-ce qu'il y a des différences entre Paris et la périphérie, notamment pour les taux de vacances? Oui. Alors, effectivement, avec ce que je viens de vous dire, alors pour l'instant, si on regarde l'évolution de la vacance, la conséquence de cette diminution de la demande, c'est que la vacance augmente. Et aujourd'hui, on est à 9,5% au 30 septembre. On va dépasser les 10% d'ici la fin de l'année. Et 10%, on n'avait pas touché ce niveau-là depuis la crise des années 90. Malheureusement, ce n'est pas un bon souvenir. Alors,
Globalement, ce qui est très marquant également, et c'est pas ce qu'on avait anticipé au moment du Covid, c'est que les entreprises, à la recherche de ce que j'ai dit, notamment de quartiers vivants, très accessibles, se sont reconcentrées dans le cœur de l'agglomération. Elles ont profité du fait qu'elles réduisaient leur surface pour accepter de payer des loyers supérieurs. Et donc, globalement, vous avez des secteurs qui divergent de plus en plus fortement. Vous avez Paris intramuros, et notamment le quartier central des affaires, où la vacance est très très faible. On est à 2,5% de vacances, 2,9% de vacances dans Paris QCA. C'est insuffisant. Et vous allez voir donc que les loyers augmentent, ce qui est assez étonnant alors qu'on est en période de ralentissement économique. À l'inverse, on est à des niveaux de vacances qui sont très élevés dans certains secteurs de la périphérie francilienne. On va jusqu'à dépasser les 25% dans le secteur dit péri-défense, c'est-à-dire toutes les communes qui entourent la défense, ou en première couronne nord. 25% de vacances, c'est du jamais vu, dont la moitié des immeubles, pour la première couronne nord, sont des immeubles neufs. Donc des immeubles qui sont impeccables. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de demande. Alors, la conséquence aussi, vous avez ici l'évolution de ce qu'on appelle les délais théoriques d'écoulement, c'est-à-dire si on prend le stock et puis on regarde, si on divise le stock par le niveau de transaction, ben, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour écouler toute l'offre? Vous voyez qu'en première couronne nord, on est à plus de 5 ans, et que globalement, en périphérie, on est supérieur à 3 ans, alors qu'à Paris, on est à moins d'1 an. Donc on a une divergence au sein de la région francilienne qui est en train de se creuser. On a souvent entendu parler de friches industrielles. Est-ce qu'il faut se préparer finalement à trouver des friches tertiaires? Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à des friches tertiaires, mais en tout cas, qu'il y ait des secteurs qui soient durablement délaissés, je pense que oui. Je pense qu'il faut commencer... Si on se dit que, globalement, le parc de bureaux de 55 millions de mètres carrés en Île-de-France, il est excédentaire par rapport aux besoins, les entreprises vont avoir le choix. Elles vont se recentrer sur les secteurs qui leur conviendront le plus. Et je l'ai dit, c'est Paris intramuros. Néanmoins, je pense que ça va aussi être de nouveau des secteurs de la première périphérie, parce que les loyers baissent beaucoup, et quand on est dans une période de ralentissement économique, on a parfois besoin de baisser son coût immobilier. Donc, il va y avoir un certain nombre d'entreprises qui vont se relocaliser en première couronne, mais pas partout. Et très clairement, on va avoir vous avez des pôles monofonctionnels de taille relativement réduite qui risquent de se vider ou de rester vides assez durablement. Et puis des immeubles qui sont isolés dans un tissu pavillonnaire, et c'est le cas pour de nombreux immeubles autour de la Défense, qui, là aussi, pourraient s'ouvrir assez durablement. Le bilan des volumes d'investissement en immobilier, en bureau? Alors attendez, j'ai juste un point sur les loyers. La conséquence de tout cela aussi, c'est que les loyers baissent. Alors, les loyers faciaux, ce qu'on appelle facial, c'est ce qui est indiqué dans le bail. Les loyers faciaux ne baissent pas tant que ça, mais par contre, vous avez un certain nombre de remises commerciales qui sont accordées aux candidats locataires, et vous voyez qu'en périphérie, on est à 30, voire 40% de remise. C'est-à-dire que sur un bail ferme de 9 ans, on vous offre 4 ans de loyer, ce qui est juste du jamais vu. Et donc la conséquence, là aussi, c'est que vous avez un écartement progressif du niveau des loyers entre Paris et la périphérie, les différents secteurs de la périphérie, qu'il s'agisse du neuf et du restructuré, ou des immeubles de seconde main. Donc voilà, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que ça a un impact sur les loyers, ça a un impact sur les valorisations des immeubles. Alors, pour répondre à votre question, quelques mots de l'investissement en termes d'investissement de la part des investisseurs institutionnels. Vous le voyez, de manière générale, les volumes investis en immobilier ont été divisés par 2 en 2023. On est à 15 milliards investis contre une moyenne de 30 milliards les années précédentes. On va probablement atterrir aux alentours de 14 à 15 milliards cette année. Donc, pour l'instant, très clairement, 2 choses. Les investisseurs institutionnels attendent que les prix s'ajustent. Ils ne sont pas forcément convaincus encore qu'on est au bon prix. Et la deuxième chose, c'est que
pour la première fois depuis 2023, et alors qu'avant c'était très différent, l'immobilier a de la concurrence. La rentabilité d'une obligation italienne à 5%, c'est pareil que de l'immobilier. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à aller faire de l'immobilier ? Donc pour l'instant, vous avez effectivement des volumes qui ont fortement reculé, et quand on fait un zoom sur le bureau, alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus fort, puisqu'on est passé d'une moyenne entre 2015 et 2020 de 15 milliards d'euros, 18 milliards d'euros investis en immobilier et de bureaux, à quelque chose qui va aboutir à 5 milliards cette année. Donc vous voyez, mais ça reflète, en fait, chez les investisseurs institutionnels, le grand questionnement qu'ils se posent sur la classe d'actifs bureaux. En fait, ce qu'ils se disent, c'est les immeubles situés de très bonne qualité, situés dans le cœur d'agglomération, on peut y aller. Parce que ça, on sait qu'on aura de la demande qui va se poursuivre. Par contre, question importante, comment est-ce que vont évoluer les valorisations des actifs en périphérie ? Là, on n'est pas encore très sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas des actifs qui vont être définitivement obsolètes ? Et quelle est la valeur de ces actifs obsolètes ? Est-ce qu'ils ne valent pas simplement le prix du terrain ? Or, les vendeurs, c'est un peu comme en résidentiel, sont pas prêts à acter ce genre de baisse. Juste, alors, un dernier élément, est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs ont baissé ? Pourquoi ? Parce qu'il faut reconstituer la prime de risque par rapport aux obligations à 10 ans. Et cette prime de risque, quand les loyers sont à peu près stables, ou même s'ils diminuent un tout petit peu, ça veut dire qu'il faut baisser les prix pour reconstituer cette prime de risque. Donc, les prix ont baissé. Et là, vous avez l'évolution des prix sur un ensemble de fonds immobiliers institutionnels non cotés pan-européens. L'idée, c'est de regarder, ces fonds institutionnels sont vraiment mark-to-market parce qu'ils sont ouverts. Ça veut dire que des institutionnels peuvent rentrer et sortir quand ils le souhaitent. Et vous voyez globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes les catégories d'actifs ont fortement corrigé. Et un peu comme le logement tout à l'heure, on voit que le moment le pire en termes de baisse est plutôt derrière nous. C'est-à-dire que la baisse, l'essentiel de la baisse a été enregistré mi-2023, sauf pour une catégorie, le bureau. Et le bureau, on voit que le bureau est derrière, est en retard, parce qu'effectivement, malgré le fait qu'on a globalement une baisse des valeurs comprises entre moins 20 et moins 40%, ce qui est déjà beaucoup, on se pose la question de savoir si, en périphérie, on a fait tout le chemin ou pas. Je vais passer là-dessus. La conséquence de ça, ça veut dire que les taux de capitalisation des immeubles, c'est-à-dire le taux de rendement immédiat, a fortement augmenté, mais ça c'est normal. Et vous voyez qu'on est aux alentours de 4,25% dans le cœur de Paris, et puis on monte jusqu'à 6% pour les meilleurs actifs en grande couronne. Donc on a sévèrement repricé. La question est de savoir si on est au bout ou pas. Peut-être une petite question sur la valorisation des biens. Est-ce qu'on est vraiment au juste prix maintenant ? Alors, il nous semble qu'on n'est vraiment pas loin pour les meilleurs actifs dans Paris. Et on voit d'ailleurs un certain volume de transactions qui commence à revenir. Ce n'est pas encore beaucoup, mais ça commence à revenir. Par contre, pour l'instant, il y a très, 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 très peu de transactions en périphérie parce qu'on n'est probablement pas au prix. Et les pistes qui peuvent être avancées pour répondre en partie à cette crise du marché de l'immobilier de bureau ? Globalement, en fait, vous avez vraiment deux marchés. Il y a un marché de l'immobilier de bureau bien localisé, très bien desservi, offrant des qualités fonctionnelles et techniques et des services. Et ce marché-là va continuer à fonctionner. Il y a besoin de bureaux. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus besoin de bureaux. Par contre, il y a beaucoup moins besoin de bureaux qu'avant. Enfin, en tout cas, il n'y a pas la même croissance qu'avant. Et donc, pour s'adapter à ça, ça veut dire que, à mon avis, pour les 10 ans qui viennent, le grand chantier qui va arriver, c'est la transformation des actifs obsolètes en autre chose
que ce soit la transformation en logement, que ce soit la transformation en hôtel, que ce soit la transformation en résidence gérée. On sait qu'il y a de fortes oppositions politiques de la part de beaucoup d'élus, parce que je pense qu'un certain nombre d'élus n'ont pas encore compris le caractère structurel de la baisse de la demande de bureaux, mais aussi parce que effectivement, ils n'ont pas forcément les financements pour accompagner cet accroissement de logements et la création d'équipements publics qui va avec. Et puis après, il y a des difficultés techniques. Il y a des immeubles que parfois on ne peut pas transformer. Il y a des difficultés financières. Enfin, c'est un vrai chantier extrêmement important qui se trouve devant nous. Et je pense que très clairement, il va falloir que l'État accompagne ce chantier. Alors, je ne dis pas avec de l'argent sonnant et trébuchant, parce qu'il n'en a pas beaucoup, mais peut-être avec des dispositifs d'amortissement allongé, enfin, un certain nombre de dispositifs pour accompagner et aider la transformation de bureaux en autre chose, voire même, dans certains cas, parce que ça arrivera aussi, la démolition de certains immeubles de bureaux qu'on ne peut plus transformer. Merci Christian pour votre intervention. Dans un instant, on va pouvoir prendre les questions du chat. Peut-être juste avant, Élodie Frémont, Pierre Tarade, est-ce que vous souhaitiez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'immobilier de bureau ? Une petite chose sur les taux d'emprunt, et vous l'avez bien indiqué, c'est que c'est pas très encourageant, je ne devrais pas relayer, mais l'OAT ne va pas nous aider, pour le dire très, très vulgairement. En revanche, on a quand même un atout qui n'est pas négligeable, c'est que comparé à certains pays, et disons-le les États-Unis, on est encore, en tout cas sur le logement, mais aussi sur le tertiaire, sur des taux fixes, ou alors sur des taux variables mais capés, ce qui n'est pas le cas de nos voisins, de certains de nos voisins. Donc, je suis pas sûre que sur le panorama mondial, on soit les pires. Non, c'est clair. Et puis, cette crise de l'immobilier de bureau, pour le coup, elle est mondiale aussi. Elle touche autant les grandes villes américaines que les grandes villes européennes. Et effectivement, on est un des seuls pays à avoir des taux fixes. Donc effectivement, ça, c'est un avantage. Clairement. Pierre ? Oui, la particularité, c'est que on a parlé des difficultés du logement et du bureau qui ont certains points communs, notamment financiers, mais il y a ces spécificités sociales, sociétales, etc., qui est en fait beaucoup plus profonde et qui est une remise en cause des usages des bureaux. C'est ça. Et peut-être qu'on a en fait produit, malgré tout, trop de bureaux à l'ancienne. On n'a pas assez vu le basculement venir. On prête beaucoup de choses au Covid, mais le Covid a peut-être précipité des tendances qui étaient déjà entamées et qui, en fait, vont perdurer et suivre. Donc, effectivement, c'est un ajustement forcément un peu sévère, mais qui est lié à un changement d'époque. Exactement. On est à la fin de cette période de tertiarisation. Comme on a accompagné l'industrie du charbon en son temps, on a accompagné la croissance des bureaux, et on est probablement... en tout cas en Ile-de-France, à la fin de cette période de tertiarisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne construira plus de bureaux neufs. On en construira encore parce qu'on en a besoin, mais moins qu'avant. Et puis on fera beaucoup plus, à mon avis, de transformation, de restructuration, de régénération urbaine, de reconstruction sur l'existant. Et ce sera vrai aussi dans le logement, d'ailleurs. Et les technologies le permettent en plus, parce que naguère, il fallait, pour pouvoir travailler dans des bureaux, il fallait câbler, etc. Aujourd'hui, c'est le retour des 8e et 9e arrondissements, parce qu'on a moins besoin de câbles, ou des câbles plus faciles à faire passer dans des immeubles qui ont été conçus pour l'habitation il y a 2 siècles. En fait, c'est finalement, si on dit que les notaires sont optimistes, on est sans doute en train de voir la fin d'une époque, mais il faut voir que c'est le début d'une autre. Exactement. Et donc, il va y avoir une créativité dans la construction, dans la promotion, dans le droit. On le voit un petit peu, alors on a les affaires, pour l'instant, c'est un petit peu, on a des expectatives avec le plan, le PLU bioclimatique, mais c'est vrai que il y a des défis à relever pour changer les règles, changer les usages et s'adapter à un monde nouveau qui arrive. Exactement. Et je pense que il faut penser l'immobilier de bureau demain beaucoup plus avec de la mixité d'usages, avec de l'intensification des usages. Donc effectivement, ça veut dire aussi des nécessités de construire différemment, d'aménager différemment.
et probablement des évolutions législatives réglementaires qui devront accompagner ces changements très profonds. Absolument. Comment est-ce qu'on fait avec l'existant? Parce que on parlait tout à l'heure de frilosité des élus à transformer justement les mètres carrés disponibles des bureaux. Qu'est-ce qui explique cette frilosité? Je l'ai un tout petit peu dit, c'est-à-dire que d'une part, vous avez, transformer des immeubles en logements, ça veut dire créer de nouveaux logements, et donc ça veut dire parfois créer des équipements publics pour lesquels, pour l'instant, les communes n'ont pas forcément les moyens. Et puis, après, il y a des éléments qu'il va falloir adapter, justement. Par exemple, quand vous avez un immeuble de bureau sur une commune, même s'il est vide, la commune perçoit une partie de la taxe annuelle sur les bureaux. Peut-être qu'au bout de 3-4 ans de vacances, il faudrait arrêter ce revenu-là, parce que sinon, elles n'ont aucune incitation à accompagner ce mouvement de transformation d'autres usages. Et le problème, c'est que ça risque de créer des immeubles qui vont rester longtemps vides, qui pourraient être squattés, etc. Donc, avec des problématiques qui pourraient devenir assez importantes. Et puis, on l'a dit, quand on a 40% de transactions en moins, c'est 40% de collecte d'impôts en moins. Ouais. Donc, c'est, comme vous l'avez signalé, un aménagement. Parce que quand un maire délivre un permis de construire, il pense évidemment à la construction, mais pas que, à l'aménagement, à l'infrastructure. Oui, et comme vous le disiez, des lieux de vie, alors selon l'infrastructure que vous allez concevoir. Mais tout l'aménagement extérieur, et on le voit bien dans nos demandes des futurs salariés, c'est plus que un lieu de bureau, tu l'as très bien dit, Pierre, c'est pas que un lieu de bureau, c'est aussi un lieu de retrouvailles. Alors, c'est un lieu d'émergescence, de créativité, mais c'est aussi un lieu de contact. Et si autour du contact, il n'y a pas un aménagement, à minima urbain, ça devient compliqué. Ouais, c'est moins attractif. Et si les maires n'ont pas les moyens d'aménager, tout se complique. De fait. Un grand merci à tous les trois d'avoir gentiment répondu à mes questions et d'avoir exposé vos différents points de vue. Merci Christian Kerangal. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'EIF. Merci Pierre Tarade également d'être venu, président de la Chambre des notaires de Paris. Et merci Élodie Frémont, présidente de la Commission des statistiques immobilières, également notaire à Paris, dans le 6e arrondissement. Le replay du Club notarial immobilier sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube et sur le site de la Chambre des notaires du Grand Paris, notaire du grandparis.fr. Vous pouvez également retrouver tous les chiffres communiqués par Élodie aujourd'hui sur les différents sites internet existants. Prochain club notarial, ce sera en 2025 ? 27 février. 27 février, la date est notée. Merci. C'est l'année prochaine. Voilà, c'est l'année prochaine. D'ici là, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année quand même. Merci aussi. Voilà, Merci avec le sourire. Oui. Merci à tous, merci de votre fidélité et à très vite.